Donc bienvenue à tous pour ce focus web du pôle bio Massif Central. Donc les focus web, c'est un petit format qu'on a mis en place depuis le début d'année 2022. Et l'idée, c'est de vous proposer des petits webinaires sur des sujets. Sur des sujets techniques ou de recherche en agriculture biologique, avec des résultats qui peuvent vous intéresser, notamment en élevage, comme c'est le cas aujourd'hui. Et donc ces focus web, ils ont vocation aussi à présenter des résultats des projets du pôle Biomassif Central ou des résultats issus d'autres projets qui sont portés par nos partenaires. Donc c'est des temps qui vous permettent d'approfondir et d'échanger sur certains sujets, mais aussi de vous donner la parole. Donc on donne une large place à nos partenaires ici et qui sont réfléchis pour s'adapter à vos besoins et donc qui ont été mis en place dans le cadre de l'opération Biomassif Central Horizon 2030 que porte le pôle bio et qui vise à accompagner les acteurs de la bio pour plus de bio local et durable sur le Massif Central. Donc aujourd'hui, on va vous présenter, mes collègues vont vous présenter des résultats du projet Bioréférence. Donc c'est un projet qui est porté par le pôle bio depuis 2015 et qui vise à produire et à travailler sur les références technico-économiques en élevage de ruminants bio sur le Massif Central. Et donc avant ce projet-là, il y avait déjà un projet sur cette même thématique qui s'appelait le projet Système. Donc c'est ce sujet des références technico-économiques est travaillé de longue date par le pôle bio et ses partenaires. Et donc ce projet en tant que tel prend fin en fin 2022, mais il y aura une suite avec un bioréférence 2022-2028, donc qui a d'ores et déjà démarré aussi. Donc voilà, comme je disais, une thématique forte pour le pôle Biomassif Central, qu'on travaille depuis longtemps et sur laquelle on va poursuivre notre travail. Donc ce collectif Bioréférence, il réunit une vingtaine de partenaires issus de structures techniques ou de la recherche, donc des chambres d'agriculture, des groupements d'agriculteurs bio. Côté recherche, on a l'INRAE, on a des instituts techniques aussi avec l'ITAB et l'Institut de l'élevage. Donc voilà, ça regroupe un panel assez large de partenaires. Et on s'intéresse à 5 filières de ruminants, en bovin lait, bovin viande, ovin lait, ovin viande et caprin. Et donc aujourd'hui, on va vous présenter, Marie Miquel, donc de l'Institut de l'élevage, Fabrice Vassor de la Chambre de la Haute-Loire et Dylan Charade de l'EPL de Brioude-Bonnefond vont vous faire un zoom sur les résultats en ovin allaitant biologique, avec des résultats issus de ce projet et d'expériences mises en place par ailleurs sur l'exploitation du lycée de Brioude. Voilà, donc je vais laisser la parole à Marie pour prendre la suite. Alors du coup, l'objet de la présentation, de cet après-midi, c'était de se questionner sur quelles étaient les pratiques en élevage ovin allaitant bio et quels résultats. Donc les données qui seront présentées, elles sont issues du projet Bioréférence Massif Central, qui est piloté par le pôle Bio Massif Central et qui regroupe un partenariat assez large sur cette dimension Massif Central qui est à l'échelle de qui recoupe 4 régions administratives. Alors du coup, on peut rentrer dans le vif du sujet. Donc le projet Bioréférence, en fait, c'est un projet qui vise à élaborer des références technico-économiques sur les systèmes de production bio. Et du coup, il a pour objectif, en fait, de couvrir une diversité des besoins en référence pour tout ce qui est études prospectives ou conseils ou conversion, du coup, de conventionnel à bio. Et donc, pour ce faire, il y a une dizaine de fermes qui sont suivies en ovin viande sur l'échelle Massif Central. Et du coup, ce projet-là, il a démarré depuis 2014. Donc, je vais essentiellement vous présenter les résultats de 9 fermes qui ont été suivies sur 6 départements sur la campagne 2020. En fait, je suis un peu désolée, mais on n'a pas encore toutes les données 2021 consolidées pour pouvoir vous les présenter. Donc 2020, ça paraît un petit peu loin. C'était une année assez particulière sur le plan climatique, où on avait eu pas mal d'épisodes chauds et une canicule en été, où il y avait eu un affouragement nécessaire en été dans certaines zones.
Donc, en fait, les fermes suivies, elles sont donc enregistrées par des conseillers qui collectent les données. On valide collectivement ces informations et on réalise ensemble une synthèse annuelle qui présente l'ensemble des résultats. Les fermes qui sont ciblées en ovins viande sont essentiellement des fermes spécialisées à la recherche d'autonomie alimentaire et qui commercialisent la majorité de leurs agneaux en circuit long. Donc, c'est le cas pour le plan actuel bioréférence. On aura des évolutions pour le futur programme bioréférence, notamment par le fait qu'on a du mal à trouver des fermes spécialisées en ovins viande et qui sont plutôt plus diversifiées. Du coup, sur les fermes suivies, donc sur ces 9 fermes, en fait, on classe l'échantillon en 2 sous-familles, celles qui sont en zone herbagère, donc il y en a 3, et celles qui sont en zone de montagne, il y en a 6. Du coup, les races qui sont principalement utilisées en zone herbagère, c'est des races lourdes type Texel, Charolais, Île-de-France. Et en rustique, on a essentiellement de la blanche du Massif central. Donc, ces exploitations, elles sont quasiment spécialisées comme vous pouvez le voir. Il y a parfois l'association de notre petit atelier, soit de grandes cultures de volailles ou d'équins. On est sur des structures qui sont en majorité individuelles, avec 3 gecs en zone de montagne et qui oscillent entre une UMO et 2 UMO, voire 2,5 UMO selon les exploitations, avec plus ou moins de salariat. C'est des structures assez conséquentes. On est à plus de 120 hectares en zone herbagère, 82 en zone de montagne, avec principalement des surfaces fourragères dans cette SAU, une petite part dédiée à la production de céréales et sur des structures en termes d'UGB qui sont assez équivalentes entre les 2 exploitations, entre les 2 sous-familles, autour de 80 UGB. Et si on regarde dans le temps, l'échantillon constant, on n'a pas pu le conserver dans bioréférence. Donc, il y a 6 fermes qui ont été suivies de 2014 à 2020. Et donc, c'est ce que je vous ai mis à chaque fois dans les tableaux à côté sur l'évolution de ces fermes. Et donc, la main-d'œuvre a légèrement augmenté dans le temps, ainsi que la surface et le nombre d'UGB présents, ce qui fait que globalement, ces exploitations, elles ont un chargement qui est resté constant entre 2014 et 2020, avec plutôt une diminution de la SFP au profit en fait de l'implantation d'autres cultures. Au niveau de la taille des exploitations, pour les caractériser, donc vous avez sur le graphique en abscisse les UMO exploitants et en ordonnée la SAU. Donc sur chaque graphique que je vais vous présenter, toutes les fermes en zone de montagne seront en orange et toutes les fermes qui sont en vert sont en zone herbagère. Donc vous pouvez le voir, c'est quand même un échantillon qui est limité et qui est quand même caractérisé par une grande diversité. Donc on a des structures entre 1 UMO à 2,5 UMO et qui vont d'une petite cinquantaine d'hectares à presque 200 hectares. Donc au global, on est sur des structures à 57 hectares de SAU en moyenne par UMO, mais ça cache une grande diversité. Au niveau de la taille de l'atelier au vin viande, on a en abscisse la main-d'œuvre consacrée à l'atelier au vin viande rémunéré, donc ça n'inclut pas la main-d'œuvre bénévole, et en ordonnée le nombre de brebis qu'on caractérise par l'effectif moyen présent, donc qui est la moyenne du nombre de brebis qu'on a sur l'année, et où on inclut les agnelles de plus de 6 mois dans ce calcul-là. Si je le précise, c'est que c'est souvent un dénominateur qu'on va utiliser dans les résultats techniques et économiques présentés. Donc, on a plutôt des structures herbagères autour d'une unité de main-d'œuvre pour 400 brebis
Et un système rustique, ça va de 1 à 2 unités de main-d'œuvre et on a une productivité du travail ensuite qui 220 brebis à presque 900 brebis pour 2 UMO. Donc une assez grande diversité aussi. Et on se penche un peu plus sur les performances technico-économiques des systèmes d'élevage. On va regarder un peu ce que ça donne en termes de revenus dégagés et de prix de revient dans ces structures ovines. Donc sur le plan technique, la productivité numérique par brebis, c'est l'indicateur qu'on regarde souvent. Dans ces 9 fermes, en fait, essentiellement, on va être sur des conduites de la reproduction sur une mise bas par an en 2 périodes. C'est ce qu'on retrouve majoritairement, donc sur des agnelages de mars-avril et des agnelages de novembre, avec du coup un tiers de troupeau qui est en contre-saison. Des premières mises bas pour les agnelles qui sont comprises entre 13 et 18 mois. Ensuite, on retrouve des systèmes assez classiques d'une mise bas par an au printemps, donc agnelages qui sont très groupés sur le premier trimestre, voire le début du deuxième trimestre. Et des premières mises bas des agnelles entre 12 et 15 mois. Et ensuite des mises bas d'hiver, donc de décembre à février. Et des agnelles qui sont lutées en première année. Et ce qu'on retrouve de manière moins courante, c'est la partie agnelage accéléré. Historiquement, on avait un élevage qui faisait des mises bas toute l'année. Donc ça, ce système, il n'existe plus aujourd'hui dans les fermes suivies. Marie, je ne sais pas si c'est pareil pour les autres, mais la nouvelle diapo, c'est pas affiché chez nous, avec justement la productivité numérique. Ouais. Pour nous, c'est bon. Ouais, Moi, elle était bonne. Moi, c'est Ah, mais il n'y a que nous qui avons que des emmerdes alors. Oui. C'est l'horreur. Bon, c'est pas grave, je l'ai à côté sur l'ordinateur d'à côté, donc c'est pas grave, mais Ouais. Bon, pas tant bon pis. courage. Du coup, en termes de résultats sur la conduite de la repro en 2020, donc ça reste une année spécifique et un petit échantillon, mais on était en zone herbagère sur à peu près 526 brebis qui sont mises en lutte versus 400 brebis en zone de montagne. Des taux de mise bas qui étaient au-dessus de 90%, donc très satisfaisants par rapport aux conduites de reproduction qui sont utilisées. Des taux de prolificité autour de 150%. Une mortalité des agneaux qui oscillait entre 15 et 17% en moyenne et qui se traduisait du coup par un taux de productivité numérique, donc le nombre d'agneaux produits par EMP, qui était de 121% en zone herbagère, 89% en zone de montagne, ce qui reste un peu en deçà des objectifs recherchés, au moins d'avoir un agneau par brebis. Et vous allez voir ce qui va pénaliser quand même ces exploitations, notamment en termes après de revenus. Bon, la moyenne, elle cache la diversité, c'est aussi l'impact notamment de 2 exploitations sur les 6 pour lesquelles l'année 2020 a été plus compliquée. Et on est sur un poids moyen des agneaux vendus de 18,3 en zone herbagère, 17,4 en zone de montagne. Et c'est des poids qui ont continué d'évoluer sur les 6 dernières années à échantillon constant. Et un prix moyen de l'agneau autour de 7,30 € en zone herbagère, 7,60 € en zone rustique, et qui ont également augmenté sur les 6 dernières années. Juste le petit graphique en dessous qui vous présente le taux de productivité numérique sur la conduite de la repro. En fait, on a finalement peu de différence sur les systèmes avec 2 périodes de mise bas, une mise bas par an en hiver ou 3 ans de non systématique. C'est pas forcément ce à quoi on s'attendrait. On pourrait imaginer qu'en accélérant un petit peu, on a une productivité numérique supérieure. Et sur une mise bas par an principale au printemps, on était sur une productivité numérique un peu inférieure. Bon, c'est lié aux fermes suivies principalement, plus qu'au type de conduite vraiment réalisée.
Autre question qu'on peut se poser, c'est au vu de ces résultats techniques, quelle marge dégage l'atelier? Est-ce que l'atelier il est suffisamment performant pour couvrir les charges? Donc la marge, c'est le produit moins les charges alimentaires et les frais d'élevage. Ce qu'on essaye de viser, c'est d'être autour de 100 € par brebis. Il se trouve que sur 2020, le prix de l'agneau, il a progressé. Pour autant, ça n'a pas permis de compenser en fait la baisse de productivité numérique, comme on l'a vu sur la diapo précédente, et la hausse des charges alimentaires, où on était sur une année très sèche, où il y a eu des achats de fourrage et de concentrés supplémentaires. Donc, vous voyez, on est sur un produit ovin en zone herbagère à 177 € par brebis, 128 € en zone de montagne, qui est vraiment lié à la plus faible productivité numérique, puisqu'on était quand même sur des poids d'agneau assez conséquents, au-delà de 17 kg carcasse, des charges opérationnelles qui sont assez élevées et avec une forte part en fait, du poids des concentrés, et aussi des charges de SFP qui sont liées aux différents aléas climatiques qu'on a subis, et du coup à des besoins de rénovation de prairies, de réimplantation, etc. Donc en zone herbagère, on affichait 117 € par brebis, avec y compris l'aide ovine, et on était à 36 € en zone de montagne. Sur ces exploitations, on peut se poser la question de est-ce qu'elles ont la capacité de générer un revenu? Donc, je vous ai représenté sur le graphique pour chacune des deux sous-familles le revenu total disponible par UMO. Donc sur les trois situations de ferme en zone herbagère, on a une très grande hétérogénéité qui va de 0 à presque 50 000 € par UMO. Et en zone de montagne, on a aussi une grande dispersion où on va de 5 000 € à 50 000 €. Ce qui prouve que on a 5-6 fermes pour lesquelles le revenu total disponible, il est complètement satisfaisant et que l'atelier ovin a permis de les rémunérer. Par contre, dans 4 situations, c'est un peu plus critique. Donc ça prouve qu'il y a des marges de manœuvre et des voies de progrès, et à la fois une diversité intersystème, mais aussi intrasystème, qui fait que les choses ne sont pas toujours aussi évidentes. Du coup, pourquoi ce revenu il est contrasté entre les exploitations? Ce qu'on a un niveau en fait, de revenu qui est influencé par les résultats techniques, le poids de la productivité numérique notamment. Il peut y avoir des différences aussi au niveau de la valorisation des agneaux, même si dans les fermes suivies, on est essentiellement en circuit long. Il y en a un petit peu avec du circuit court et de la transformation dans cet échantillon. Et sur une augmentation en fait, des charges opérationnelles et de structure, notamment de consommation de concentrés qui pèsent fort dans les systèmes bio, avec des niveaux de concentrés achetés qui sont élevés et qui pèsent encore plus que quand on est en système conventionnel. Du coup, le revenu disponible, il a tendance à se détériorer sur les 6 dernières années. Mais par contre, ce n'est pas lié au niveau d'endettement, puisque les niveaux d'annuité sur ces exploitations sont identiques, sont équivalents au fur et à mesure du temps. Donc, je voulais regarder si la productivité pondérale était un facteur qui permettait de répondre aux revenus disponibles. On n'a pas de corrélation qui se dégage vraiment. On voit quand même que si on prend ces deux extrêmes en zone herbagère, pour une productivité pondérale importante, tous les deux n'ont pas du tout le même revenu. Et à contrario, on a deux exploitations qui sont en zone de montagne, qui sont à peu près à 8 kg de carcasse par brebis. Pardon, il y a une coquille dans le nom du dénominateur en abscisse. Donc, on est autour de 8 kg carcasse par brebis et qui ont un revenu disponible qui est proche des 50 000 €. Et donc ça,
cette diversité, elle montre qu'on peut arriver à des revenus qui sont disponibles sensiblement équivalents. Pour autant, on a des productivités pondérales qui sont différentes, ce qui repose bien du coup sur des stratégies globales d'exploitation au-delà du niveau de production d'agneaux. On est là dans des situations où le poids des aides est assez conséquent, mais aussi dans des exploitations qui consomment en fait très peu de concentré par kilo de carcasse produit. Du coup, il y a un peu, quelque part, deux stratégies, en fait. Dans les exploitations qu'on suit, des fermes qui ont des forts niveaux de productivité pondérale avec des charges élevées, mais qui permettent de dégager du revenu, ou des exploitations qui ont des productivités pondérales plus faibles, qui dégagent tout autant de revenus, mais qui, du coup, ont des charges opérationnelles qui sont limitées. Du coup, on peut se demander si l'atelier au vin, il assure une bonne rémunération des éleveurs. Donc, on a regardé entre le revenu disponible par VMO et la rémunération du travail permis, y compris la main-d'œuvre salariée, selon la méthode coût de production. Donc, on est sur une approche comptable. Et de l'autre côté, on est aussi sur le revenu disponible, sur une approche comptable. Donc, on a des gens qui ont un fort niveau de revenus disponibles, pour autant avec une rémunération du travail permise qui est différente. C'est essentiellement lié au poids des amortissements. Cette exploitation-là, qui dégage près de 50 000 € de revenus, mais en fait, elle a un niveau d'amortissement sur la mécanisation qui est très élevé et ça pèse énormément dans le poids de ce facteur dans la méthode coût de production. Du coup, on peut, selon la méthode coût de production, je pense que vous êtes assez familier avec ça, se poser la question si le prix de vente, il permet de couvrir les charges et de rémunérer l'éleveur. Donc, en abscisse, on a le prix de vente des agneaux de ces différents éleveurs. Et en ordonnée, le prix de revient, c'est vraiment celui auquel on peut comparer le prix de vente pour voir si la totalité des charges serait couverte. Et donc, la ligne en bleu, en fait, elle représente le même prix de vente pour le même prix de revient. Donc, on a 3 éleveurs qui ont un prix de vente qui est supérieur au prix de revient. Et dans 6 autres situations, on a un prix de revient qui est supérieur au prix de vente. Donc, en fait, ça s'explique si on prend cette exploitation-là en orange. Il a un prix de revient à 9 €. Donc, pour autant, il vend à 7,50 €. Donc, s'il veut couvrir l'ensemble de ses charges, il devrait commercialiser son agneau à 9 €. Au niveau de la performance de la conduite de l'herbe et de l'engraissement des agneaux, on voit que au vu des dernières diapos, en fait, la quantité de concentré distribué, les fourrages utilisés, ils pèsent énormément dans les niveaux de rémunération de ces exploitations-là. Donc, on s'est penché sur quelle était la place de l'herbe et de l'autonomie dans ces systèmes, la conduite un peu du système fourrager et l'utilisation des concentrés. Donc, globalement, sur ces 9 exploitations, c'est des systèmes qui sont autonomes sur le plan fourrager. Ils ont une autonomie massique globale autour de 91% en moyenne. Et elle est quasiment totale au niveau des fourrages, donc à 97%. Ce qui manque, c'est la part d'autonomie massique en concentré qui est plus difficile à atteindre sur ces exploitations. Que ce soit en zone montagne ou en zone herbagère, on était sur un chargement moyen à 0,8 UGB par hectare de surface fourragère totale. Donc surface fourragère totale qui inclut les surfaces pastorales et la surface fourragère principale. La consommation de concentré, elle était plutôt limitée dans ces exploitations en raison de leur coût. Pour autant, on a quand même une grande différence sur ces 9 fermes.
et qui était sans lien avec la conduite de la reproduction. Globalement, ces dernières années, les consommations de concentrés et de fourrage, elles ont plutôt fait en augmentant en raison des épisodes de sécheresse successifs. Donc sur le graphique, on voit en fonction de la productivité pondérale, donc qui sont les kilos carcasses produits par EMP, la quantité de concentré distribuée par kilo de carcasse produit. Donc on a des gens qui ont une productivité pondérale qui est plutôt faible. Il y a une inversion dans les deux intitulés. La productivité pondérale est en ordonnée, les quantités de concentré sont en abscisse, pardon. Du coup, on a des gens qui, pour une même productivité pondérale, c'est-à-dire que chaque brebis produit 15 kg carcasse de viande, il y en a qui consomment 7 kg de concentré, d'autres qui consomment 9 kg de concentré et d'autres 11. Du coup, on voit qu'au sein d'un même système, les marges de manœuvre sont importantes pour arriver à réduire ces consommations de concentré ou en tout cas à mieux les distribuer, les optimiser en fonction de la viande qu'on souhaite produire. Donc sur les systèmes en zone herbagère, on était à des niveaux de concentré à 106 kg par brebis et en zone de montagne à 130 kg par brebis, ce qui est assez logique au vu des zones. L'une est plus pâturante, l'autre on a des hivers qui sont un peu plus rudes avec une part d'hivernage plus longue. Et du coup, des concentrés achetés qui représentaient 56 kg, donc la moitié en zone herbagère de ce qui est distribué, et 77 étaient achetés en zone de montagne sur les 130 consommés. Et en termes de fourrage, on était à des niveaux de 160 kg par brebis en zone herbagère versus 225 en zone de montagne. Il y avait des fourrages achetés en 2020 de manière plutôt assez exceptionnelle parce que globalement, c'est des fermes qui sont autonomes sur le plan fourrager. Mais on voit que 2020 avait été assez rude. Et du coup, en zone de montagne, on était quand même à 40 kg de fourrage qui était acheté par brebis. Au niveau du pâturage, quelle est sa place dans la ration? On a des systèmes qui sont plus ou moins pâturants, donc où la part d'herbe dans le total des fourrages consommés peut aller de 60 à 90%. Donc dans ces systèmes-là, en kilos de matière sèche, en fait, on est 60% et provient de l'herbe, tandis que dans ces systèmes, on est proche de 90%. Du coup, il y a quelle que soit en fait la zone, on a des systèmes qui sont plus ou moins pâturants. Et au niveau des consommations de concentré, on est plutôt sur des exploitations qui sont globalement économes en concentré, notamment dans la zone herbagère, où on est entre 3,5 kg et 6 kg de concentré distribué par kilo de carcasse produit. En zone de montagne, on voit que c'est beaucoup plus hétérogène. On va de 4 à 14 kg. 14 kg de concentré distribué par kilo de carcasse produit en bio, ça coûte énormément et ça pèse à la fin sur le revenu des éleveurs. Idéalement, on est quand même plutôt en deçà de 8 kg. Et du coup, ces concentrés distribués, ils ont un coût. Et combien ça pèse pour produire de la viande? Donc, c'est ce qu'on regarde au travers de l'approche coût de production dans le coût de l'alimentation achetée. Donc, on a ici uniquement le coût des achats de concentrés, de fourrage et de minéraux par équivalent kilo carcasse produit selon la méthode coût de prod. Donc, en zone herbagère, on oscille entre 1 et 2 euros, alors qu'en zone de montagne, on oscille entre 0,5 et 6 euros. Ça traduit bien en fait les quantités de concentrés distribués qu'on retrouve au travers du coût par kilo carcasse.
Donc là, dans ce dernier cas, quand l'alimentation achetée coûte 6 € par kilo carcasse et que l'éleveur vend 7,20 €, on peut comprendre qu'il arrive sur un prix de revient qui est bien plus élevé que son prix de vente. Au niveau du coût du système d'alimentation, donc lui, le coût du système d'alimentation, en fait, il reprend les frais d'alimentation achetés, donc là, ce qu'on a vu sur la diapo précédente, les frais de la SFP, les frais de mécanisation et le foncier qui est estimé selon un coût de fermage. En fait, l'intérêt de cet indicateur du coût du système d'alimentation, c'est de pouvoir comparer une exploitation à l'autre. Donc, en zone herbagère, on voit qu'on est autour de 6 € par kilo carcasse de coût de système d'alimentation, alors qu'en zone de montagne, on va être plus élevé, de 8 à 13 €. Le poste qui pèse le plus dans le coût du système d'alimentation de ces 9 fermes, c'est la mécanisation. Et non l'alimentation achetée comme on aurait pu imaginer qui reste le second poste. Donc quelques éléments de conclusion. Dans les fermes que je vous ai présentées, l'échantillon il est de 9 exploitations qu'on a répartis en 2 groupes en fonction un peu des stratégies zone herbagère, zone de montagne. Pour autant, du coup, ça incite à la prudence dans les commentaires puisque l'échantillon, finalement, il est tout petit au vu de la zone massif centrale. C'est plutôt à titre d'illustration. Ce que ça montre bien, c'est quand même qu'on a des exploitations qui ont des stratégies différentes et qui arrivent au même résultat en termes économiques. Du coup, l'important, c'est bien de garder sa logique d'exploitation et d'avoir une approche globale du système pour jouer sur les différents postes. Ces exploitations-là, elles ont été touchées par les aléas climatiques ces dernières années, ce qui fait que l'autonomie, même en fourrage, elle a été un peu diminuée et ça a conduit à une hausse des charges alimentaires. Si on regarde ces exploitations par rapport à celles qu'on suit en conventionnel dans le dispositif Inosis réseau d'élevage, il y a des logiques qui semblent similaires et d'autres qui sont vraiment très distinctes selon les aspects que l'on regarde. Globalement, sur les fermes en bio, on est sur des performances techniques qui sont un peu plus basses en termes de productivité numérique, qui est plutôt liée à une désintensification de la production. Au niveau du prix de l'agneau, on avait une petite plus-value par rapport au cours du conventionnel, même si le différentiel s'atténuait, et il se confirme sur 2021-2022 où on est sur des différentiels qui se sont aussi limités au vu du prix de l'agneau en conventionnel qui est reparti à la hausse ces derniers temps. Une difficulté de produire des agneaux exclusivement à l'herbe, notamment avec des sécheresses estivales marquées. On voit que en termes techniques, ça pose des questions et c'est pas toujours facile à conduire, même avec des niveaux de chargement qui pourraient le permettre. Quand il n'y a plus d'herbe, il n'y a plus d'herbe pour alimenter les agneaux. C'est plutôt des exploitations qui sont économes en termes de consommation de concentré, mais qui du coup, ramenés au kilo de carcasse produit, ont des dépenses qui peuvent être supérieures. Globalement, on voit que ce sont des fermes qui ont des annuités moindres que ce qu'on pourrait avoir en système conventionnel sur les mêmes zones. Selon la méthode coût de production, le poids des aides il est important par rapport au kilo de carcasse produit. Et une rémunération du travail par EMO qui est équivalente à celle qu'on peut voir en conventionnel. Du coup, je vous ai mis la liste des contributeurs au suivi des exploitations, parce que je vous présente les résultats aujourd'hui, mais c'est un travail collectif et aussi de précision de la part des collègues pour essayer de récupérer le maximum d'informations sur les fermes suivies et de les conserver dans le temps pour qu'on arrive à avoir un échantillon constant sur le pluriannuel. Donc, je les en remercie. Et merci du coup aussi au pôle bio Massif Central d'assurer
la coordination du projet bioréférence. Merci Marie. Donc, si vous souhaitez, vous pouvez poser vos questions là pour cette première partie. Oui, en fait, quand tu vois tes chiffres, les prix de revient par rapport au prix de vente largement supérieur pour 6 sur 9, quand tu vois les résultats de certains, en fait, quelle est la durabilité des fermes en dehors? J'imagine que les aides couvrent un certain différentiel, mais enfin, par rapport aux 9 fermes suivies, lesquelles risquent de mettre la clé sous la porte rapidement ou enfin, tu vois? Qu'est-ce que tu peux en dire? On n'en est pas là, hein, c'est pas, on va pas mettre les clés sous la porte de suite parce qu'on n'est pas non plus sur des grandes différences par rapport aux fermes qu'on peut suivre en conventionnel. En fait, de l'hétérogénéité, il y en a dans tous les systèmes. Ce qu'on voit, en fait, c'est que finalement, les fermes qui s'en sortent le mieux, c'est celles qui ont mis en place une stratégie, un système donné et qui le suivent, en fait. Je m'explique. Peut-être une ferme qui a fait le choix d'avoir un niveau de production plutôt élevé, qui vise en fait le nombre de kilos carcasses produits par UMO et qui essaye de le faire à moindre coût, mais qui n'hésite pas à acheter en fait un peu de concentré, un peu de fourrage quand nécessaire pour couvrir les besoins des animaux et arriver à ce niveau de performance animale. Et du coup, on voit que les revenus sont là. Et à l'opposé, tu as des systèmes qui s'en sortent bien aussi, mais qui vont être sur une productivité à l'animal qui va être plus faible, mais du coup, derrière, des besoins alimentaires qui sont moindres et qui sont couverts en fait, par les ressources de l'exploitation, très peu d'achats extérieurs et qui, du coup, fonctionnent tout aussi bien. Donc, en fait, je pense qu'il n'y a pas une seule stratégie, c'est de trouver la sienne dans un contexte donné et de suivre sa logique jusqu'au bout, en fait. D'accord. Et peut-être, du coup, on a des exploitations aussi dans les fermes suivies qui ne sont pas au même stade de carrière. Il y a une exploitation qui est en voie de cessation et de retraite. Et puis à côté de ça, on a un jeune. Et du coup, on va avoir on n'est pas sur le même, forcément les mêmes niveaux d'annuité, d'amortissement dans ces deux situations-là, puisqu'elles ne sont pas au même stade de leur carrière. D'accord. Merci Marie. Ouais. N'hésitez pas non plus à témoigner pour ceux qui auraient envie Oui, pour ceux qui suivent de des leur fermes, notamment. vision. Ouais, Fabrice, une petite question avec Dylan. Sur la diapo 7, on a identifié un système qui nous semble atypique. On se demandait quelle était sa particularité. La diapo 7, c'est donc le nombre de brebis, enfin c'est la taille de l'atelier au vin. Voilà. Et on a une exploitation avec 200 brebis et 1,7 UMO. On se disait que ça fait pas beaucoup de brebis pour faire vivre autant de personnes. Et c'était quoi le secret de cet éleveur? Mis à part qu'il est enfin, sauf si le secret c'est de pas avoir de revenus, mais j'espère que non. Qui c'est? Tu peux reprojeter, Marie, s'il te plaît? Ah, je sais qui c'est. J'ai une petite idée. 125 brebis. Vous voyez à l'écran ou pas? C'est bon. C'est bon. Du coup, l'exploitation que vous mettiez en avant, c'est celle-ci-là, 1,7 UMO pour 200 brebis. C'est une exploitation qui est en zone, on va dire, sud-massif central, zone pastorale. Du coup, qui est sur des chargements plutôt faibles. Et avec un petit atelier complémentaire. Ok. Et valorisation des agneaux, circuit long? Valorisation des agneaux.
Oui, en circuit. Non, il y a les deux, circuit long et circuit court chez lui. Ah, il cumule tout. Donc des primes, pastorales, une partie de valorisation en circuit court. Oui. D'accord. Et un atelier complémentaire qui fait du revenu, peut-être. Revenu au sûr. Ah, ok. Merci. Est-ce qu'il y a une dernière question sur cette partie-là? Damien, tout d'abord, désolé d'être arrivé en retard. Pas de Je voulais souci. juste voir, tu as fait une toute petite aparté sur l'impact des charges de mécanisation qui était en final une première poste de charge. Est-ce que du coup, suivant les fermes, ça, entre guillemets, ça inverse la tendance de la ferme économe ou la ferme avec une faible production et qui en fait ressort bien une fois qu'elle a bien géré ses charges de mécanisation ou inversement, ça lui plombe son résultat une fois qu'on a mis ses charges de mécanisation en face. Est-ce qu'il y a une tendance est-ce qu'il y a une corrélation entre la productivité et les charges ou pas du tout? Ou est-ce qu'au final, c'est ce qui rééquilibre entre les différentes fermes? Un peu plus d'infos là-dessus. Ma question reste un peu floue. Sur les charges de mécanisation, ça a un réel poids notamment sur l'approche coût de production. J'ai en tête notamment un des éleveurs qui a un niveau de charge de méca qui nous explose pas mal sur ce réseau-là. Et alors du coup, si on regarde à l'EBE, il a un super EBE, cet éleveur. Dès qu'on commence à enlever les annuités et les amortissements, du coup, ça grève pas mal son revenu disponible et son résultat courant. Par contre, si on s'arrête à l'approche EBE, on voit beaucoup moins l'impact de la mécanisation. Ok, Je ne sais pas merci. si ça répond à ta question, c'était peut-être pas... Bah, c'est déjà un début de réponse. Mais ma Mais il y question a un reste un peu lien floue. entre, Ouais. il y a un lien entre les deux. Et tout à l'heure, on va regarder un peu mieux les aspects coûts du système d'alimentation. Et on voit vraiment que ça pèse fort quand même sur ces systèmes-là, en fait. Mais aussi parce que dans l'approche coût de production, on utilise le diviseur équivalent kilo carcasse et que c'est plutôt des exploitations qui ont des niveaux un peu plus bas, ce qui fait que on dilue beaucoup moins aussi ces charges de structure. Ok, merci. Merci Marie. Donc on va passer à une deuxième partie avec Fabrice Vassor de la Chambre de Haute-Loire et Dylan Charade du lycée de Brioude-Bonnefond, pardon. Et donc on reviendra ensuite avec Marie sur les coûts du système d'alimentation. Marie, je te laisse partager le diaporama des... Ouais. Oui. Ah, bon. Parfait. Merci. Vas-y, tu me laisses tout, quoi. Ouais. Bon, bonjour. Donc, Fabrice Vassor pour la Chambre de Haute-Loire et Dylan à mes côtés pour le lycée. Voilà. Donc, pour illustrer un petit peu ce qu'on a vu au niveau des références, on vous parlait d'un essai qui a été pratiqué au lycée de Bonnefond et qui visait donc à diminuer au maximum le coût d'alimentation sur les agneaux en favorisant l'élevage de ces agneaux à l'herbe. Voilà. J'ai bien résumé? Bien résumé. Parfait. Bon, eh ben, on va attaquer. On va présenter peut-être d'abord un peu l'exploitation. Tu me laisses ça aussi? Okay. Ouais, 56 hectares de SAU, avec pas mal de labourables quand même, ça c'est quand même assez appréciable. Ce qui fait qu'on a une dizaine d'hectares qui sont en céréales métailles, base triticale, avec pour moitié un colza dérobé entre les deux céréales, ce qui permet de faire un pâturage automnal. Pas mal de prairies temporaires, ça c'est un atout majeur quand même pour pouvoir faire de l'agneau à l'herbe et pour avoir une herbe de qualité. Voilà. Pas mal aussi de mécanisables, puisque comme vous voyez, les 3/4 de l'exploitation bénéficient des surfaces sont récoltées. Voilà, bon, c'était pour présenter un peu vite fait l'affaire. Deuxième point, on a un cheptel de 400 ENP, à peu de choses près. Hein. Donc, c'est des femelles de plus de 6 mois, okay, 330 brebis et 70 agnelles pour le renouvellement régulier. Donc, vous noterez qu'on est quand même sur un chargement élevé qui est à plus de 1,3. Alors ça, c'est lié au fait qu'on a, et ça, c'est pas marqué,
un atelier aussi de volaille qui permet d'avoir quand même un engrais bio, pas cher. Voilà. Et puis pas mal de temporaires qui permettent quand même un niveau de productivité intéressant, je pense, hein, sur l'exploit. On est sur un système accéléré, typique de nos zones montagneuses, avec de l'agneau en bergerie l'hiver, donc 3 agnelages en 2 ans. Je pense que vous connaissez tous, pas la peine que je réexplique. Et un croisement partiel en charolais. Ça, c'est important parce que vous allez voir, on va en reparler après, notamment en ce qui concerne les agneaux faits à l'herbe. Techniquement, on est sur des chiffres qui sont bons, hein, je pense qu'on peut le dire. Voilà, un taux de mise bas supérieur à 1,2, une prolif proche de 1,7, une mortalité raisonnable. Si, c'est raisonnable, Dylan. Et du coup, une productivité presque à 1,7. Hein. Voilà. Donc, techniquement, c'est bon, ça produit de l'agneau. La question, c'est est-ce qu'économiquement, ça suit? Alors, contexte de l'essai. En 2021, on avait constaté qu'on était à environ 90 kg de concentré par agneau, qui étaient donc quasiment tous élevés en bergerie. Ça fait quand même un niveau de concentré assez conséquent, hein, surtout quand on a des agneaux qui font dans les 18 et quelques kilos. Voilà. Si on le retranscrit pécuniairement, ça veut dire qu'on est à plus de 44 € de concentré acheté pour un agneau produit. Je parle juste du concentré destiné à nourrir les agneaux. Je ne parle même pas du concentré destiné aux mères. Okay. Donc on a quand même 31% du prix de vente moyen de l'agneau lourd qui est destiné à son alimentation. Ça fait beaucoup. Alors le problème, c'est que ça faisait beaucoup en 2021. En 2022, avec l'augmentation du prix des intrants, ça menaçait de faire plus que le tiers du prix de vente. Du coup, j'ai dit, on va essayer de réduire la consommation concentrée. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Et on va le savoir sur la diapo suivante. Marie, merci. Donc, principe de l'essai, faire pâturer au maximum les brebis et les agneaux. L'idée, c'est d'utiliser l'herbe de printemps, qui a une très haute valeur alimentaire, enfin très haute, bonne valeur alimentaire, hein, proche de 1 UF et de 100 PDI, d'accord, pour assurer l'essentiel de l'alimentation. Voilà. Vous avez un petit tableau là, qui compare un orge, par exemple, à l'herbe printanière. Vous voyez qu'on est quand même assez proche en termes d'UF. Et en termes d'azote, l'herbe est quand même meilleure. Donc ça permet un apport quand même conséquent en énergie et limiter les besoins en azote. Deuxième point, on est en bio, donc de toute façon, le pâturage, c'est fondamental et c'est une image essentielle. Par ailleurs, pour notre agneau, par rapport à les agneaux de bergerie. Bon, l'essai s'est fait sur un lot de 143 brebis qui ont fait naître 156 agneaux au printemps et qui ont été commercialisés cet été, puisque les derniers commercialisés, c'était il y a une dizaine de jours. Ouais, 10 jours. Ouais. Voilà. Alors, diapo suivante. Merci. Voilà comment ça a été conduit. Pour moi. Comme tu veux. Ah, vas-y. Allez, bon. Du coup, la conduite avant le sevrage, on a fait annuler en bergerie. À partir de 2-3 semaines, les agneaux sont sortis en extérieur sur les prairies naturelles avec du pâturage raisonné. Et à partir après ces 2-3 semaines d'âge de vie des agneaux, on a eu encore 3 semaines de transition où ils sont restés sur des naturels, en pâturage raisonné. Et encore ensuite, du coup, à partir de 1 mois et demi d'âge d'agneau, eh bien, on était sur du pâturage tournant dynamique sur des parcelles en prairie naturelle aussi. Et du coup, jusqu'au sevrage, et 25 jours avant le sevrage, j'ai mis un nourrisseur avec du métail qui était produit sur l'exploitation. Petite transition alimentaire. Ouais, pour faire une petite transition avant le sevrage, du coup, ils avaient déjà goûté au métail, quoi. Voilà, diapo suivante, s'il te plaît, Marie. Du coup, après le pâturage des agneaux sevrés, ils ont été mis sur les repousses de luzerne qui avaient été ensilées plus tôt. Alors, une herbe qui était quand même de qualité au début de l'été, parce qu'elle était fraîche, quoi, il faut dire ce qui est. Un pâturage tournant dynamique, et après, je les rentrais la nuit en bergerie, je leur donnais la ration, du coup, et ils avaient accès à du foin. Et du coup, le premier mois après le sevrage, j'étais à 300 grammes de céréales, uniquement du métail, produit sur l'exploitation.
Et après, pour la finition, j'ai augmenté à 400 grammes. Alors, toutes les 3 semaines, on réalisait des coprologies. C'est assez rébarbatif, disons. Et du coup, en même temps de faire les copros, on pesait les agneaux aussi, pour voir l'évolution du GMQ quotidien, quoi. Voilà. Oui, au sevrage, j'avais trié, bien sûr, les moins lourds, c'est-à-dire les agneaux qui faisaient moins de 20 kg. Est-ce que c'est là ce qu'il fallait faire? Peut-être 20, peut-être augmenter à 22. Mais on a trié du coup tous les moins de 20 kg, on les a gardés en bergerie. Et ils ont été engraissés du coup à l'aliment à volonté pour faire des agneaux qui étaient type léger, quoi. Des agneaux qui sont partis à 30 kg en vif. Après, on a quand même réussi à pas trop mal les valoriser. Ils sont partis à 80 € en moyenne. Ouais. Mais ils ont quand même mangé ouais, 50, un peu plus de 50 kg d'aliments en 1 mois et demi. L'idée, c'était vraiment de minimiser à tout le niveau la consommation de concentré. Donc, même sur cela, l'objectif, c'était de les vendre rapidement pour qu'ils bouffent le moins de concentré possible. Parce que c'est ceux-là qui coûtent cher, quoi. Ouais. Grosso modo, chez nous, c'est ça. Voilà. Diapo suivante, Marie, s'il te plaît. Hop là. Alors, voilà, les résultats techniques. Globalement, on a fait partir des agneaux qui sont du coup moins lourds, niveau carcasse, et avec une consommation concentrée qui est nettement inférieure, parce qu'on peut voir que c'est 35 kg au lieu de 90, ce qui fait une diminution quand même de 61%. Et du coup, le ratio concentré par agneau et par kilo de carcasse produit, qui est de 2 kg du coup, comparé aux agneaux de 2021 qui étaient à 5, grosso modo. Ça fait une efficacité de concentré à 150%. Mais par contre, on a quand même pu voir qu'il y avait une diminution du poids carcasse de 7%, qui est aussi dû au rendement carcasse qui est inférieur de 2 ou 3%. On va le voir sur la diapo d'après. Sur la diapo d'après, on va le voir apparaître. Voilà. Voilà. Voilà, ouais. Du coup, le rendement, ouais, il y a une diminution de 2%, quoi. Ouais. Les agneaux rendent moins en l'herbe qu'en bergerie. Et la mortalité est à peu près égale. On n'a pas eu de mortalité excessive. Après, il faut bien faire les traitements au bon moment, ce que j'ai pu voir. Bien, pas attendre une semaine de plus parce que après, quand on les traite, ça m'est arrivé et j'en ai perdu 2, 3, 4 parce qu'ils étaient trop infestés, quoi. Et encore, on était sur une année sèche. Encore. Et du coup, par contre, la période de vente a été reportée d'1 mois. Sur la même durée, grosso modo, ça a été une durée de 2 mois. Ouais. Ouais, de 2 mois et, nickel, je crois. Et puis voilà. Ouais. Ouais, date. Ouais, voilà. Ok. Ouais, du coup, comme Fabrice vous l'a dit, les agneaux charolais profitent mieux que les bisés. On a pu remarquer, parce qu'ils ont un GMQ supérieur de 16% avant le sevrage et de 12% après le sevrage. Bon, ça diminue après le sevrage, mais c'est quand même supérieur. Ouais. Avec un rendement carcasse qui est lui aussi supérieur, avec 44,3 pour les croisés et 42,5 pour les purs bisés. Et du coup, ce qui fait un poids final de 17,57 contre des bisés à 16,27 kg. Alors qu'en plus, il y a un biais, c'est-à-dire que déjà, on choisit de mettre les mères avec les meilleurs index, valeur laitière, en pur, alors que les moins bonnes, normalement qui ont moins de lait, en croisé. Alors que normalement, ça devrait montrer l'inverse, quoi. Donc, le facteur alimentation est bien plus marquant et impactant que le facteur index. Marie, tu peux changer de diapo. Ouais, parfait. Après, les autres facteurs qui ont influencé la croissance, ça veut dire que les croissances déjà des simples est meilleure que celle des doubles, ce qui est normal, et la croissance des mâles meilleure que celle des femelles, surtout après le sevrage d'ailleurs. Mais le poids est similaire avec des mâles qui sont à 17,2 kg et des femelles qui sont à 17,1 kg, carcasse. Et les femelles ne sont pas plus grasses que les mâles non plus, c'est une remarque. Ça veut dire que tu les as fait durer un peu plus longtemps, tes femelles, pour atteindre un niveau d'engraissement satisfaisant pour un prix de vente. C'est ça, elles sont plus parties en fin de débouché, quoi. Ouais. Grosso modo. Et du coup, il n'y a pas d'effet non plus de l'indice laitier. Et non. Voilà. Et du coup, les résultats économiques, ça nous donne une amélioration de la marge alimentaire.
Parce que les agneaux lourds de bergerie, ça nous fait une marge alimentaire de 94 €. Et les agneaux d'herbe, uniquement à l'herbe, ont une marge de 122 €. Et du coup, avec ces 32 agneaux qu'on a triés, ils nous donnent quand même une marge alimentaire du coup moindre, qui est à 48 €. Ça nous fait une moyenne du coup à 106 € au lieu de 94, ce qui nous fait un gain de 12 € par agneau en moyenne, d'avoir produit des agneaux à l'herbe, même en triant les moins lourds, les fins de l'eau. Alors, pour faire cette comparaison, il faut savoir qu'on s'est basé sur les résultats déjà de l'année passée, mais qu'on a mis les mêmes prix de vente pour pouvoir comparer. Et on a inclus en plus les charges sanitaires, notamment les copros et les traitements qui sont affectés aux agneaux à l'herbe. Voilà. Afin de pouvoir vraiment comparer de façon objective les deux conduites. Voilà. Allez, diapo suivante. J'ai une question. Ah oui, c'est le moment où il faut poser des questions, en effet. L'âge des agneaux lourds par rapport aux agneaux d'herbe. C'est quoi la différence d'âge? C'est une question qu'on n'a pas exactement, du coup. Ils ont été retardés d'1 mois. Un mois. Et ça passe Ils ont un encore mois dans de les plus. cahiers des charges, du coup. Ça. Et En bio, ouais. oui. En bio, on n'a pas de souci d'âge, en fait. Ok. Parce Et que, en label, en ce serait 2000 différent. En 2021, ils sont partis à 140 jours de moyenne. Du coup, là, ils seraient partis à 170, 180 jours de C'est moyenne. ça. C'est prévoir ça. Ok. Bon, bah, diapo suivante alors. Ouais. Bah, les feux. Ah, bah, ça, c'est pour toi. Du coup, au niveau ressenti humain, du coup, c'est l'augmentation du temps de travail, ça c'est obligatoire avec la pose de filet, la surveillance avec des agneaux, les rentrées la nuit, etc. Les coprologies régulières. Toutes les 3 semaines, on y prenait soin de faire des coprologies, les envoyer, d'avoir les résultats rapidement et traiter rapidement. Il y aurait du coup, comme j'ai dit, la distribution quotidienne de concentré et la multiplicité des lots, pareil. Au lieu d'avoir un seul lot en bergerie avec le nourrisseur et la chaîne d'alimentation, du coup c'est en extérieur avec les filets et l'aliment. Mais quand même, il y a une gestion du pâturage qui permet aussi une meilleure connaissance des agneaux. Les têtes de l'eau, on les voyait de suite, on les connaissait. Il y a une satisfaction de les voir aussi en extérieur avec des agneaux à l'herbe. Et voilà. Moi, j'ai une question pour Dylan. Dans la partie travail aussi, la gestion en pâturage tournant dynamique et une rotation très rapide de paddock en paddock, est-ce que c'est aussi chronophage? Chronophage, disons que ça peut dépendre, je pense, les années, parce que nous, cette année, c'était extrêmement sec. Au mois d'août, ils ont mangé de la luzerne qui était sèche sur pied. Alors, c'est différent que comparé à l'année dernière, où on donnait quand même de l'herbe qui était verte, et on y passait, je trouve, moins de temps. Déjà, on y passait moins de temps à se tortiller la tête, dans quelle parcelle il faut les mettre pour que ça tourne rapidement, pour pas que ce soit trop haut, pour pas que ce soit trop rasé. Il y a une autre gestion. Après, chronophage, bon, c'est vrai qu'on y passe du temps. Ça, il n'y a pas de doute. Hop, diapo suivante? Ouais. Diapo suivante. Ouais. Et le gros point aussi que je trouve quand même important, c'est les traitements qui ont été multipliés. On en a fait 5, il aurait pu en avoir un 6e. Ça fait un coût déjà des 5 traitements à 2,70 €. Bon, c'est pas énormément par agneau. Après, il y a la manipulation à avoir, pareil. Une manipulation qu'il faut qu'il soit adapté. Bon, c'est 5 traitements, ça fait 5 manipulations par agneau. En plus du sevrage, en plus de ci, de ça. On avait un peu de ténia et un peu de strangle. Grosso modo, du ténia, il a fallu que je traite 3 fois. Et après, j'en avais encore, mais bon, on n'est pas obligé de traiter. Et ouais, il aurait fallu faire un 6e traitement au mois de septembre sur les fins de l'eau. Parce que j'ai pas voulu le faire, parce que je m'étais dit qu'il partirait sans tarder, mais du coup, ça a tardé jusqu'au mois de novembre. Et puis voilà, fin octobre. Et bon, c'est le problème des traitements, c'est éthiquement parlant, est-ce que c'est comparé au bio, quoi. Après, voilà. on pourrait rajouter peut-être un point là-dessus. Il faut bien se rendre compte qu'en plus, ça a été optimisé, le traitement. C'est-à-dire qu'il y avait des copros systématiques avant, il n'y a pas eu de traitement préventif.
D'accord, c'est exclusivement sur CoPro. Et en plus, le pâturage a été géré de façon à limiter les risques parasitaires sur les agneaux, puisque à peine sevrés, ils ont été basculés sur les parcelles où il y avait eu des premières coupes ensilées, donc des parcelles vierges, saines, où il n'y avait pas de parasites. Donc il y a quand même eu un travail de fait pour limiter la pression parasitaire sur les agneaux. Et malgré tout, eh ben, il a fallu quand même faire un paquet de traitements. Donc ça, c'est quand même un frein à la technique. Ça, c'était des traitements au lot, pas à l'animal. Ah oui, par l'eau. Les traitements ont été réalisés par l'eau, oui. Ah bah l'antiparasitaire, ouais. Impératif. Je sais pas, ça aurait pu être à l'animal si vous avez fait des copros, mais c'était des copros de mélange du coup. Ah ouais, tu fais des copros de mélange, hein. Ah oui, de mélange. Tu fais pas 156 copros. Mais je sais pas, dans les ouais. expéditions, c'est ça. Hein. Pas possible. Ah ouais, non. Non, c'est par l'eau. Ouais. C'était tout l'eau qui était traité en même temps. C'est ça. Tu fais un prélèvement sur une quinzaine d'individus sur un lot, tu mélanges bien. Oui, c'est bien, mais des fois, dans le cadre d'expé, on s'amuse, entre guillemets, à faire des copros sur tous les animaux et à traiter que les animaux qui sont vraiment infestés. Et du coup, vous n'avez pas mis en parallèle la perte de poids, par exemple, ou un indice femme à chat pour faire du traitement ciblé et sélectif? Ah, bah non. Du traitement systématique. Bon, après, c'est du suivi, enfin, c'est de la pratique d'exploitation. Hein. Oui, on ne faisait pas de l'expé, on faisait de l'essai. On est sur une exploitation, une vraie exploitation avec une conduite classique. Ouais, mais c'est des choses qui se développent. Je me dis si la problématique de multiplier les traitements, le souci éthique, les problèmes de résistance, c'est quelque chose qui... Ouais, est-ce qu'on pourrait pas limiter l'usage des traitements en fonction de l'état des animaux? Ouais, note. Mais bon, c'était déjà pas mal chronophage. Oui, déjà. Ah, je le sens pas, Dylan, là, sur cette option. Non, mais c'est difficilement faisable. Pour un agri qui est chez lui, je pense qu'il ne peut pas le faire. Non, c'est trop de boulot. Après, oui, c'est difficile. C'est le problème de l'ovin, hein. Il y a beaucoup d'individus. Le traitement individualisé des différents individus, c'est compliqué. Ah, mais est-ce qu'il va pas falloir... ça va être certainement une piste vraiment à creuser parce que vu qu'il y a des résistances à certains produits qui apparaissent, si on veut pouvoir garder certaines molécules actives... oui. Moi, ça me fait peur. Si traitement sur les agneaux, c'est... C'est énorme, hein. Ouais. C'est quelque chose qui est spécifique à l'année ou c'est... Oui, c'était une année plutôt favorable pour les agneaux et défavorable au parasitisme. C'est ça qui nous pose problème. C'est pour ça qu'on a fait une diapo entière sur le sujet. Ça nous pose problème quand même au niveau éthique, ce constat-là. Après, c'est des bêtes rustiques. Hein. On n'est pas sur des bêtes herbagères. Il est peut-être là aussi le problème. Et les parasites rencontrés, c'est plutôt quoi, du coup? Des strangles, oui. Les trois quarts du temps, c'est des strangles et du ténia au début de la vie de l'agneau, quoi. Mais après, sur les strangles de l'agneau, j'ai traité systématique. Après, c'est pareil sur les brebis, des fois j'en trouve. Mais sur les brebis, par contre, on utilise les brebis refuges. Après, c'est difficile de faire autrement, quoi. Et la problématique strangle, elle n'existe pas sur les agneaux bergeries, quoi. Non. J'en avais, non, sur les agneaux en bergerie, j'ai point de strangle. Et pour limiter les antiparasitaires entre guillemets chimiques, vous n'avez pas essayé de mettre au moins au milieu d'autres types d'antiparasitaires? Ça coûte peut-être plus cher? Oui, mais déjà, ça coûte plus cher parce qu'en bio, bon, c'est vrai qu'il y a des pierres de sel enrichies en ail. Mais j'ai pas eu de bons résultats dessus, des résultats concluants, disons. Après, est-ce que, je sais pas, il doit y avoir plusieurs produits qui doivent exister. Et quand tu dis pas de bons résultats, c'est-à-dire avec que ça à la place des 5 ou 6 traitements ou en alternance? Que ça à la place des 5 ou 6, moi j'ai... Oui, là je parlais en alternance. Oui, en alternance. Ou est-ce que après des fois, ou une pompe doseuse avec, c'est pareil, des huiles essentielles ou peut-être ça peut être efficace aussi. Oui, ou des plantes. Oui.
Ouais, mais les derniers essais qui ont été faits sur l'usage des plantes à tanins pour limiter la pression parasitaire, ça n'a pas été super concluant quand même. J'ai pas parlé forcément que des plantes à tanins qui sont dans les prairies, hein. Là, je disais de distribuer d'autres types d'antiparasitaires en alternance avec les antiparasitaires chimiques pour éviter tout ce qui est les problèmes d'accoutumance, etc., quoi, de résistance. Prochaine Oui. étape. Parce que c'est vrai quand même qu'en fait un pareil d'engraissement, du 15 septembre au 15 octobre, ils ont été sur une parcelle multi-espèces avec de la chicorée et tout ce qui s'ensuit aussi. Plantain. Ouais. Oui, non, mais ça peut être un plus, mais voilà, c'est. Mais c'est ce que je m'étais dit aussi, oui, mais Ça sauve pas. C'est du préventif. Non, ça peut pas. Je pense que ça peut jouer en alternance. Ça va pas remplacer totalement, mais quand on est à 5, si tu peux être à 2 ou 3 au lieu de 5, c'est pas mal. Mais oui, ça doit pouvoir peut-être retarder un traitement, oui, c'est sûr. C'est oui. À tester. Ouais. Il doit y avoir des résultats sur les bioétagères de la biobase. Oui, je vais aller le chercher. J'ai une petite expérience en élevage. J'ai fait un autre élevage qui était également en bioréférence, qui a beaucoup travaillé sur plantain, chicorée. Il jouait beaucoup là-dessus pour avoir limité les traitements. Il faisait pas mal de copro. Et il s'est aperçu globalement que si on s'en tenait au copro, il fallait quand même traiter. Mais il s'est aperçu qu'avec l'usage de ces plantes à tanins qui étaient au pâturage, il y avait une forme de résilience. On l'a appelé comme ça, parce qu'on ne sait pas trop comment expliquer, qui faisait qu'avec les mêmes niveaux d'infestation, ou du moins d'excrétion, il ne faut pas oublier que la copro, si on mesure une excrétion, ce qui n'est pas forcément représentatif parfaitement du niveau d'infestation, il y a quand même un biais dans la copro. Donc, toujours est-il que dans son cas de figure, on avait un impact beaucoup moindre sur l'état général des brebis, avec un même niveau d'excrétion par les parasites. Donc, on avait estimé qu'il y avait une forme de résilience qui se mettait en place chez les brebis grâce à l'usage de ces plantes. Voilà. Donc oui, en alternance, ça devrait peut-être pouvoir marcher. Mais bon, c'était juste une observation chez un éleveur, alors ça n'a pas valeur d'essai technique. Mais on avait quand même identifié ça. Alors, ce 12 € par agneau, c'est pas si mal? Ou comment vous le situez? Ouais. C'est ce que vous attendiez? C'est bien parce que on est dans un contexte où l'aliment est cher. Voilà. Après, on l'avait simulé déjà un petit peu, mais c'était en préalable l'année dernière, avec les prix de l'année dernière, que ce soit de vente ou de l'aliment. Et c'est vrai qu'on avait une différence de marge un peu moins élevée que les 12. Voilà. Par contre, dans un contexte de coût de concentré élevé, et forcément, on s'y retrouve. On est d'accord. Ça, c'est. Et il est du coup tenu compte du fourrage qui est consommé en plus, alors sur des agneaux qui sont plus vieux? Plus âgés? Non? Dans la marge? Ils n'ont pas eu du fourrage en plus, en fait. Non. De la pâture? Non? Ils ont eu de la pâture. De la pâture en plus, ouais. Oui. Ouais, mais on est sur un niveau de chargement qui n'a pas changé par rapport à l'année dernière, avec une saison beaucoup plus sèche et donc un manque d'herbe potentiellement plus important, mais une gestion du pâturage très efficiente par un pâturage tournant super maîtrisé, on peut le dire. Maîtrisé, oui. Très carré, un vrai pâturage tournant dynamique digne du Circo. Voilà. Et ça, c'est de l'économie. C'est de la ressource consommée à 100%, sans gâchis. Voilà. Et une repousse plus efficiente. Donc, pas de surconsommation d'herbe à vue de nez. Non mesurée, mais. Oui, ok. Au vu de l'année, on estime qu'on n'a pas trop gâché. Ok, merci. Donc pour ce qui concerne la santé animale, on vous a mis avec Sophie différents liens dans le chat. Donc il y en a un premier sur un focus web qui était dédié justement à la santé animale, donc dans les 5 filières ruminants, mais c'était présenté par Olivier Patou qui est vétérinaire à la VEM et qui du coup est assez
d'autant plus spécialisé en ovins. Et vous avez 2 fois le lien vers la bioétagère, donc c'est des comment dire? Des C'est des, recherches bibliographiques. c'est des Ouais, c'est sélections. En fait, c'est une sélection automatique de documents à partir des mots-clés de la biobase. Donc, effectivement, on a réagi en même temps, Aurélie et moi, donc c'est pour Oui. ça que vous l'avez en double, hein, on ne s'est pas concerté. Et je vous ai juste précisé que vous pouvez cliquer aussi sur la facette à gauche, maladie parasitaire, puisque santé animale, il peut y avoir d'autres thématiques pour retrouver ce qui concerne vraiment les maladies parasitaires. Donc après, vous pouvez faire votre sélection et regarder ce qui vous plaît. Mmh. OK, merci. Je ne sais pas si vous aviez fini, les garçons, du coup, sur votre présentation. Il reste une diapo. Ah oui, Eh si, ben, vas-y Dylan, dernier point sur la dernière diapo. Ah oui. Oui, du coup, le sevrage, c'est un moment qui a été délicat, que j'ai pu voir, mais après coup, bien sûr, parce que le changement alimentaire était trop important, et quand il rentrait la nuit en bergerie, je lui en donnais du foin à volonté. Il aurait mieux fallu donner de la paille, parce que du coup, j'avais un peu de diarrhée les 3 premières semaines du sevrage, et je m'en suis rendu compte un peu tard, disons. Et puis après, c'est à peu près tout. Voilà. c'est super. Non, ok. Super, merci. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions sur cette expérience de Brioude. Moi, je voulais vous du coup te demander, est-ce que l'année prochaine, Dylan, tu repars vers de l'aliment du commerce ou est-ce que tu retentes l'expérience? Je ne sais pas, il faut voir en fonction de l'année. Après, on peut le retenter, essayer d'approfondir, justement. Ces histoires de traitement, déjà, si on pouvait essayer d'y approfondir, peut-être. On verra en fonction de l'année, du prix de l'aliment, du temps, surtout. Ça dépend beaucoup de ça. C'est vrai que cette année a été assez compliquée au mois d'août, par rapport aux lycéennes qui étaient sèches sur pied, alors ça ne repoussait pas. Et heureusement qu'il a plu, franchement, au 14 août, sinon j'aurais pas pu finir l'expé, quoi. Juste une toute petite question. On vous a souvent entendu parler de temps. Est-ce que pour toi, de ton retour personnel, le jeu en vaut la chandelle par rapport au temps passé? Ça, pour gagner 12 € sur agneau, bon, 12 € par agneau sur 150 agneaux, ça va faire 2000 €. Je pense quand même que ça en vaut la chandelle, oui, parce qu'il y a derrière aussi une histoire de satisfaction aussi de faire du bio et du bio à l'herbe, quoi. Alors, ouais, je pense que ça en vaut la chandelle. Mais c'est pas à cause du temps supplémentaire. Non, voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ah, C'était une année. C'est une question de rapport coût-bénéfice. Et c'est un coût qu'on n'estime jamais, le coût du travail de l'éleveur. Enfin, sauf là, parce que vous avez bien vu, on a conclu par ça. Oui. Parce que ouais, c'est le facteur limitant. C'est important, ouais. Après, c'est d'autant plus problématique, on est sur un lycée agricole. Dans la théorie, le temps consacré, il est limité, le temps de travail. Hein. Heureusement que ce n'est pas tout à fait dans l'esprit de Dylan, de limiter son temps. Oui. Parce que sinon, je pense que c'était pas jouable. Ah, c'est sûr, ça c'est évident. C'est comparé à des agneaux qui sont faits en bergerie avec un nourrisseur et puis une liste d'alimentation, c'est différent. Ça, c'est... Après, je le répète, il y a quand même une satisfaction de voir des agneaux à l'herbe. C'est vrai qu'on n'est pas habitué à voir ça, surtout chez nous. Et c'est pareil, il y a aussi l'aménagement des parcelles qui est important, avec des parcelles avec des arbres et de l'ombre. Il faut le dire aussi. Il faut le dire aussi, parce que dans la plaine, on ne pourra pas faire ça, c'est évident. Très bien, merci à tous les deux pour ce partage d'expérience. Moi, j'ai une question pour mon voisin. Oui, rapidement. Pas une question pour toi, Dylan. Bon, l'année prochaine, pour l'agnelage de printemps, tu fais que du croisé avec du charolais ou pas? Ouais, non, je peux pas non plus faire que du croisé. Je peux pas faire que du croisé non plus. Il faut faire. T'es sélectionneur. Oui, voilà, ouais, sélectionneur. Et puis, et on n'a pas dit ça. Pour faire de la spell quand même. Mais c'est vrai que ça laisse à réfléchir de faire plus de croisés. Ou du croisé vraiment réfléchi avec les vraiment moins bonnes mères et garder les vraiment meilleures pour faire du pur. C'est vrai que ça laisse à réfléchir. Après, le problème qu'on a avec du croisé, c'est que les croisés luttent pas autant que les visés. Faut le dire aussi.
faut le dire. C'est pour ça que les fers pour l'agnelage de printemps. Alors, est-ce qu'il vaut mieux privilégier avoir des agneaux ou avoir moins d'agneaux et plus de croisés? C'est la question. Parce qu'en tout cas, on peut se poser la question de l'intérêt de mettre à l'herbe nos races rustiques. Quand on voit les résultats de l'essai, ça n'a pas été très glorieux pour la bisée. Et est-ce que le fait que ce soit un problème de mise à l'herbe, est-ce que c'est parce que ces animaux-là sont plutôt prévus pour genre des surfaces pastorales avec en bougeant beaucoup ou... Parce que là, c'est surtout par rapport au parasitisme où tu parles ou... Non, pas tout. Pas que, puisque la ouais. performance de croissance des agneaux n'a pas du tout été la même. Ça a été très inférieur sur les bisées pures. Après, voilà, ce n'est pas des bêtes qui sont sélectionnés depuis la nuit des temps sur la capacité à manger de la bonne herbe prairiale. Valoriser de l'herbe. Et ouais, c'est pas leur atout majeur. C'est pas du charpentier, c'est pas de la Suffolk. Voilà. Il n'y a pas eu cette sélection-là. Ça est sélectionné depuis des générations pour faire des agneaux qui sont élevés en bergerie. Donc, il y a peut-être un manque là-dessus aussi. C'est vrai que nos bêtes rustiques sont peut-être pas les plus adaptées pour la remise à l'herbe. Ouais, les bêtes rustiques élevées en bergerie, ouais. Ouais. Donc, elles sont peut-être capables de ponctuellement les brebis valoriser effectivement des ressources qui sont assez médiocres, notamment la bisée. Voilà. Par contre, elles n'optimisent pas la ressource de qualité. C'est ce que j'en conclus. Oui, c'est ça, c'est possible. Voilà. Dommage. Merci. Je vais devoir vous interrompre. On va repasser la parole à Marie pour une dernière petite intervention sur le coût des systèmes d'alimentation. Donc, on reste sur la thématique alimentaire. Et donc, voilà, c'est Marie qui reprend la parole sur ce sujet. Je vais faire une petite intervention parce que l'heure tourne. Du coup, c'était pour terminer et faire suite à ce que Fabrice et Dylan ont présenté sur quelles pratiques en fait pour réduire aussi ces achats de concentrés, vu qu'on ça pèse dans le revenu des éleveurs et qu'on voit qu'on a une grande disparité entre exploitations. J'avais repris la notion de coût de système d'alimentation qui est issu un indicateur synthétique qui est issu des coûts de production pour apprécier la performance du système d'alimentation en fait, du troupeau ovin. Faut faire attention parce que cet indicateur, il ne dépend pas seulement des coûts, mais il résulte aussi du nombre de kilos carcasses qui est vendu et produit et des charges qui sont engagées pour les produire et des coproduits perçus. Mais c'est un indicateur qui a un intérêt pour comparer les élevages qui n'ont pas les mêmes stratégies en matière d'autonomie, d'achat d'aliments, versus charge de structure et de méca et des systèmes plus intensifs où il va y avoir des achats d'aliments, de mécanisation et d'autres systèmes qui sont plus extensifs avec moins de chargement mais qui auront du coup davantage de frais de foncier, des surfaces plus grandes. Donc là, sur nos élevages suivis, donc j'ai repris les 9 élevages en 2020. On était sur donc en zone d'herbagère, on était sur un coût du système d'alimentation de 5,90 € par kilo carcasse et en zone de montagne à 9,4 € par kilo carcasse. Donc c'est vraiment le poids aussi du dénominateur qui pèse dans la comparaison de ces deux systèmes, avec quand même un coût du système d'alimentation qui représente 43% du coût de production total dans les systèmes herbagers et 41% du coût de production total dans les systèmes de montagne. Donc c'est quand même un indicateur qui, comme on peut le voir, qui pèse beaucoup dans le coût de production. Quand on est proche des 41% en moyenne en 2020, c'est assez important. Donc on voit bien que dans nos systèmes, la mécanisation, elle pèse pour beaucoup à 3,70 € par kilo carcasse. Derrière, c'est le poste alimentation acheté à 2,60 €. Ensuite, c'est le foncier
et l'approvisionnement des surfaces pour un coût total de 8,20 € en moyenne par kilo de carcasse produit. Donc, quels sont les leviers en fait pour maîtriser ce coût du système d'alimentation? Le premier, ça reste la cohérence troupeau-surface fourragère, de réfléchir au niveau de chargement que l'on a sur l'exploitation en comparant le chargement qu'on a aujourd'hui et celui qu'il faudrait avoir pour nourrir le troupeau. Donc, c'est ce qu'on regarde entre chargement corrigé et chargement apparent. Une augmentation de la productivité numérique qui permet notamment de diluer les charges de structure, ou un autre biais qui est de réduire la consommation de concentré en optimisant la gestion du pâturage sur l'année ou la qualité des fourrages récoltés. On sait aujourd'hui que sur un fourrage, quand on le récolte avec 10 jours de retard, on perd 0,10 UF par tranche de 10 jours de retard et 10 grammes de PDI par kilo de matière sèche sur une prairie permanente de bonne qualité. Donc, des fois, on n'a pas le choix dans ces chantiers de récolte, mais c'est vrai que plus on attend, on va peut-être avoir un peu plus de volume, mais on va perdre en qualité de fourrage. Donc, sur l'aspect maîtrise du coût des concentrés, c'est avant tout quand même une alliance entre génétique et alimentation des brebis. Donc, tout à l'heure, vous parliez génétique en disant que sur les purbisés, même si c'était les meilleures mères, ça avait eu des croissances qui étaient peut-être pas aussi performantes que sur des croisés. Mais ce qui pèse avant tout sur le coût de production d'un agneau, c'est pas le prix vraiment de l'aliment, c'est surtout les quantité de lait qu'il a reçu de sa mère. C'est-à-dire que dans ce tableau-là, vous avez une comparaison d'une étude où il y avait un lot d'agneaux gros qui faisait 29 kg au sevrage et des petits agneaux qui faisaient 23,6 kg au sevrage. Le lot de gros agneaux a eu une durée de finition moindre, des poids de carcasse supérieurs, qui se sont légèrement mieux vendus. Ils ont consommé 13 kg de moins de concentré. Et du coup, on a 10 € d'écart sur le solde de surcoût alimentaire à la fin par brebis. Donc du coup, on voit vraiment que le poids des agneaux au sevrage a une réelle importance. Et donc au départ, l'agneau, le premier aliment qu'il consomme, c'est le lait de la mère. Et ça pendant ses premiers mois de vie. Donc, c'est vraiment ça qui va jouer sur ses croissances avant même, du coup, de lui donner quelque aliment que ce soit. Et du coup, on voit vraiment l'importance de l'alimentation des brebis en fin de gestation pour avoir des agneaux qui seront plus lourds au moment de la naissance. Et 1 kg d'écart de poids de naissance, c'est 1 kg qu'on va retrouver à la vente, en fait. On rattrape jamais les écarts de poids naissance. Du coup, en termes de rations, comme il y a des rations à l'herbe qui vous ont été présentées avant, j'ai fait le choix de ne présenter que des rations pour élever des agneaux plutôt en bergerie, même si ça correspond qu'à une partie de la zone Massif central, il y a un peu 6 types de rations possibles, c'est-à-dire qu'on prend l'aliment complet du commerce auquel on ajoute du foin ou de la paille. Celui-là, il est assez connu, il a l'avantage d'être stable, maîtrisé, mais il a un certain coût. On peut aussi faire céréales plus un complémentaire azoté, plus foin ou de la paille, ce qui est intéressant quand on produit sa céréale soi-même, ou remplacer le complémentaire azoté par un tourteau de colza et un aliment minéral vitaminé, où on a de la céréale et on a l'opportunité d'acheter des protéagineux auprès d'un voisin ou autre pour faire son propre métail avec un mélange céréales plus protéagineux, où on utilise son métail grain, ou dernier cas de figure, on peut utiliser de la céréale plus du foin de légumineuses en pur. L'aliment en fait qui est idéal
pour les agneaux, c'est d'avoir un aliment qui est en énergie entre 0,9 et 1 UF par kilo brut. C'est vraiment l'agneau qui va réguler lui-même sa consommation de concentré en fonction de sa valeur énergétique. Et plus l'aliment est énergétique, moins il en ingère quotidiennement pour assurer la même croissance. Et au niveau de l'azote, on va être à 100 g de PDI par kilo brut. C'est souvent plus facile de qualifier en termes de PDI plutôt qu'en MAT. Et donc souvent demander aux fournisseurs les équivalents puisqu'on peut avoir 100 g de PDI avec des aliments qui titrent entre 15 et 17% de MAT. Donc il y a des grosses différences. Et il y a une étude récente qui a été faite sur les niveaux de performance des agneaux en fonction de la composition de l'aliment et on obtient les mêmes performances de croissance des animaux qu'on soit avec 100 g de PDI ou 120 g. Donc autant utiliser 100 g pour dépenser un peu moins des 20 g de PDI qu'on va acheter en plus, quoi. Du coup, j'ai fait le choix de vous proposer les rations d'agneaux avec du métail grain pour finir des agneaux en bergerie. C'est une pratique qu'on voit pas mal aujourd'hui, notamment même en zone de montagne où il est possible de produire quelques hectares de métail. Le métail, c'est un mélange céréales et protéagineux. La première chose quand on veut utiliser du métail, c'est d'évaluer sa valeur alimentaire parce que ce qu'on sème, c'est pas forcément ce qu'on récolte dans du métail. Et du coup, la première étape, c'est de bien vérifier sa valeur alimentaire. Donc, ce qui est le moins coûteux, qui prend un peu de temps, mais c'est de l'évaluer par comptage, donc de prélever un petit échantillon de métail, de séparer chacune des espèces, de les peser pour en déduire les proportions et du coup évaluer la valeur de son métail. On peut aussi le faire par analyse, mais il faut aussi trier les espèces du métail et on obtient les valeurs alimentaires de chaque espèce, mais pas du mélange. Donc l'analyse par labo, ça reste coûteux pour au final un résultat qui est à peu près le même que par comptage. Et du coup, il y a une petite calculette qui a été proposée dans le cadre d'Innovin qui permet d'évaluer la valeur alimentaire du métail grain. Donc, petite calculette en Excel, en accès libre et gratuit sur le site, et où on rentre les proportions de son mélange. Et derrière, ça nous déduit la valeur alimentaire, ce qui peut être un bon plan pour une soirée d'hiver. On peut arriver à évaluer assez rapidement la valeur. Une fois qu'on a la valeur de son métail, on regarde par rapport à nos objectifs. On visait tout à l'heure 100 g de PDI par kilo brut. On sait que si on a moins de 100 g de PDI, on va allonger la durée de finition de l'agneau. Et si on a plus, on n'améliore pas les performances et par contre, on gaspille de la protéine, notamment par l'excrétion dans les urines. Et du coup, au vu du coût de la protéine aujourd'hui, on va éviter de la gaspiller. Donc, première situation, c'est parfait. On a un métail qui a un minima 30% de protéagineux à la récolte. Et si c'est du poids, minimum 40%, et qui correspond aux besoins des agneaux en finition. Donc, dans ce cas, on peut l'utiliser en tant que tel. Deuxième situation, on a un métail qui a moins de 30% de protéagineux et qui est plus faible par rapport aux besoins des agneaux. Et dans ce cas, il faut le compléter soit avec un complémentaire azoté, soit un protéagineux, un tourteau de colza ou un foin de légumineuse qui est plus riche en azote que de la paille ou du foin de graminées. D'où l'intérêt de vérifier bien la composition de son métail pour voir comment ensuite équilibrer sa ration. Un petit point avec l'utilisation du métail, c'est qu'on a souvent un déséquilibre phosphore-calcium, puisque les céréales et protéagineux, ils sont pauvres en calcium et riches en phosphore. Du coup, il faut essayer de rajouter du calcium pour éviter de voir apparaître des lithiases urinaires, qui peut conduire à des gravelles ou je ne sais pas comment,
quel est le terme dans vos zones, mais et du coup, le problème, c'est que en bio, on ne peut pas utiliser de chlorure d'ammonium qui permettrait de remonter via un apport minéral le calcium. Donc, il faut trouver d'autres solutions. Un des éléments préventifs, c'est toujours de laisser du sel et de l'eau à disposition et en continu, d'éviter qu'il y ait des coupures, notamment en sel, que les pierres soient toujours bien là. Et on peut aussi utiliser en bio des extraits de plantes pour remonter un calcium ou d'ajouter de la luzerne. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est un métal qui est déséquilibré, d'ajouter un foin de luzerne qui permet aussi de remonter en fait le niveau en calcium. Du coup, quelques exemples de métaux qui étaient destinés à des agneaux en finition. On a le premier cas, là, c'est un mélange de blé, avoine, pois, triticale, vesse. Donc, ce mélange-là, en fait, on est bien en UF, mais par contre, en PDI, on est en deçà des besoins des agneaux. Sur le second mélange, avoine, pois, triticale, épeautre, févrole, on est déjà un peu plus limitant en UF et en PDI, on est en deçà aussi. Le troisième mélange, triticale, avoine, pois, il est limitant en PDI. Et le dernier, triticale, févrole, répond aux besoins des agneaux avec des UF à 1,01 pardon, et des PDI qui sont autour des 100 grammes par kilo brut. Dans les autres cas, on pourrait les utiliser en apportant soit un complémentaire azoté ou un foin de légumineuses. L'avantage du mélange fermier, c'est qu'il est souvent moins cher, mais par contre moins sécurisé qu'un aliment du commerce dont on connaît bien la valeur. Et comme tu disais, Dylan, tout à l'heure, où on ouvre la vanne et ça alimente la mangeoire et le travail est un peu terminé. Là, ça demande de se questionner un peu avant de l'utiliser. Donc, un petit comparatif qu'on avait fait en bio, donc c'était sur la conjoncture de l'an passé, en 2021, où le coût de la ration, en fait, il était divisé par 2 avec un mélange fermier par rapport à un aliment complet où on était à presque 45 € par agneau. Un céréal plus un complémentaire, on était à 27 € par agneau. Un fourrage de légumineuses et une céréale, 18 € par agneau. Et un mélange céréales-pois, on était à 23 € par agneau. En sachant que on consommait à peu près 70 kg d'aliments plus du fourrage pour un agneau commercialisé à 18 kg carcasse. Ce qui est du coup intéressant quand on a une production sur l'exploitation qu'on peut valoriser. Le seul bémol du coup du métail, c'est les durées de finition, et c'est ce que vous avez vu aussi de votre côté, c'est que on allonge toujours la durée de finition par rapport à un aliment complet. Donc quand on a un métail plus un protéagineux, pois, lupin, févrole, on allonge au moins de 11 jours. Avec un tourteau de colza, on était à 5 jours. Et en foin de luzerne, on allongeait de 16 jours. Et on augmente aussi, en foin de luzerne, si on est à 20 kg de paille consommée à peu près par agneau, en foin de luzerne, on va multiplier par 3, on sera sur 60 kg par agneau de consommer avec une céréale. Ça peut être problématique du coup pour certains cahiers des charges, mais en bio, qui ne nous pose pas trop de soucis, à moins qu'il y ait un contrat, un objectif, une date visée. Si on veut vendre absolument pour Pâques ou pour Noël, il faut le prendre en compte dans les durées de finition. Voilà, c'est un petit apport complémentaire. Merci Marie. Donc on a une question de Camille Blaillac, donc de la VEM dans le chat. Camille, je t'invite à prendre la parole si tu veux pour poser ta question de vive voix. Ce sera peut-être plus simple. Oui, du coup, oui, on a des éleveurs qui
qui sont en ovin-viande du coup et qui, au lieu de donner du concentré, vont faire germer leurs propres graines de céréales ou de métailles. Du coup, est-ce que vous avez des références sur les valeurs alimentaires de ces produits-là? Personnellement, non, j'ai pas de valeur de céréales germées. J'ai en tête une expérience d'éleveur dans le sud-est qui fait ça. Après, c'est un temps assez astronomique pour arriver à faire germer des céréales, à les distribuer, etc. Donc chez lui, ça fonctionne bien. Et par contre, dès que certains éleveurs sont allés voir comment il fonctionnait et ont essayé de reproduire, ça s'est pas souvent bien passé parce qu'il y a plein de facteurs à maîtriser. Mais ça, lui, il a plutôt des bons résultats avec de la céréale germée, mais j'ai pas de référence alimentaire, mais je peux me renseigner. D'accord, ouais, merci. Merci Marie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah oui, alors Marianne de l'Ardab, enfin de Agribio Rhône-et-Loire, je vais essayer de m'habituer au nouveau nom, précise que d'après les dernières données qu'elle a elle de son côté, le gain n'amortit pas le coût du matériel ni l'aménagement du local. Voilà. Ok. Alors du coup, je vous ai mis aussi dans le chat un lien, je vous l'affiche aussi, qui vous permettra d'accéder à l'ensemble des résultats du projet bioréférence. Donc comme je le disais en introduction, on a donc des données sur depuis 2014 et sur les 5 filières, donc pas que en ovin-viande, aussi en ovin-lait, en bovin-lait, bovin-viande et caprin. Une autre petite information. Le 18 novembre, on a un prochain focus web sur la filière bovine laitière, en bio sur le Massif central. Donc ce sera là aussi des résultats issus de bioréférence et qui vous seront présentés par Jean-Pierre Monnier de la Chambre d'agriculture de la Loire. Et une dernière petite info, donc le 28 novembre, on organise un séminaire clôture du projet bioréférence. Donc du projet bioréférence qui s'est déroulé de 2015 à 2022, sachant, comme je vous le disais, qu'il y a un nouveau projet qui va prendre la suite dès à présent. Et du coup, ce séminaire permettra de vous présenter les principaux résultats du projet actuel qui est en train de se terminer, mais aussi d'évoquer avec vous les pistes de réflexion pour l'avenir sont prévues dans le nouveau projet. Voilà, n'hésitez pas à vous inscrire, je vous ai remis tous les liens là aussi dans le chat. Et une information un petit peu parallèle, donc le pôle biomasse centrale, on a lancé donc le 16 octobre à l'occasion de la journée internationale ou européenne de l'alimentation, campagne de levée de fonds. Donc l'idée, c'est de pouvoir permettre à tout un chacun de nous aider à porter nos actions et à continuer nos actions. Donc voilà, le lien est ici. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous voulez plus d'informations, à participer et ou à diffuser dans vos réseaux d'informations. Donc c'est ce d'action et de soutien qui nous permet aussi de pouvoir travailler comme on le fait sur les projets, donc de références qu'on vous a présentées aujourd'hui, et donc de pouvoir continuer à porter ce genre de projet et à faire travailler l'ensemble de nos partenaires sur ces thématiques tous ensemble. Voilà. Pour aujourd'hui, je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup à Marie, Fabrice et Dylan, pardon, excuse-moi. Et Dylan Je ne connais pas encore assez. Et Dylan pour vos interventions du jour. C'était très, très intéressant et très riche. Voilà, merci beaucoup. Bonne journée. Merci à vous. Merci. À bientôt. Merci à vous. À bientôt.